À terre. Avancez. Avancez. De nouvelles menaces présumées émanant du cartel appelleraient à des attaques directes contre les agents de la patrouille frontalière. Je pense que nous allons simplement tuer les personnes qui introduisent de la drogue dans notre pays. Ne vous approchez pas, je ne vois rien. Le 22 février 2026, le Mexique s'est réveillé avec un titre qui sonnait comme la fin d'une ère. Bienvenue sur Frontières en alerte, d'où nous décryptons les dynamiques complexes qui façonnent nos frontières et la sécurité internationale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui a secoué le Mexique et dont les répercussions se font sentir bien au-delà de ses frontières. Selon les rapports publics de Reuters et de l'Associated Press, les forces mexicaines ont localisé Nimio Ogua Cervantes, connu sous le nom d'El Mencho, près de Topalpa, dans l'état de Jalisco. La tentative de capture a viré à l'échange de tirs. Or, les autorités ont déclaré qu'il avait été blessé en tentant de fuir et qu'il était décédé plus tard pendant son transport. Sa tête était mise à prix pour 15 millions de dollars américains et les autorités accusèrent depuis longtemps son organisation, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, d'acheminer d'énormes quantités de fentanyl et d'autres drogues vers les États-Unis. Mais ce qui rend cet événement plus vaste qu'un simple destin individuel, c'est que le véritable message n'a pas seulement été délivré dans les collines, mais aussi sur les autoroutes. Selon Reuters, les heures qui ont suivi l'opération ont déclenché une vague de représailles coordonnées, incluant 85 barrages routiers, des véhicules incendiés et des perturbations qui se sont propagées si rapidement qu'elles ont mis à rude épreuve le contrôle local. Reuters a également fait état d'au moins 62 décès dans cette riposte, dont 25 membres de la garde nationale et des dizaines de tireurs présumés du cartel. Alors que la fumée s'élevait des véhicules calcinés, le pays a dû faire face à une dure vérité que les gouvernements préfèrent ne jamais admettre ouvertement. On peut atteindre un leader sur le terrain, mais un cartel peut toujours atteindre le quotidien d'une nation. Revenons maintenant aux détails de l'opération, aux dates clés et à la séquence qui a transformé la surveillance en contact. Les autorités mexicaines ont indiqué que la traque avait commencé le vendredi 20 février. Selon les rapports publics, les enquêteurs ont suivi un associé de confiance lié à une partenaire romantique. Ce fil conducteur les a menés vers Topalpa, une zone boisée qui agit comme un bouclier naturel. Topalpa n'est pas une ville frontalière ni un port. C'est une région d'altitude, d'arbres, de routes étroites et de visibilité limitée. Si un leader choisit un tel terrain, c'est qu'il croit que le relief peut ralentir l'état. Au début du dimanche, les autorités ont déclaré que l'opération s'était intensifiée. Selon l'Associated Press, un cordon terrestre et des moyens aériens étaient déployés, notamment un détail crucial pour quiconque analyse la forme tactique de cette intervention. 6 hélicoptères. Pendant ce temps, les cartels de la drogue mexicains ciblent les agents de la patrouille frontalière avec des drones kamikazes et d'autres explosifs. Or, en plein milieu de la répression frontalière, un mémo interne du cartel de la drogue a circulé. Les administrations précédentes ont tenté d'atténuer cette menace, et notre objectif est de l'éliminer. Nous n'atténuons pas, nous éliminons, nous les sortons. Cela n'est pas un détail décoratif. C'est un signe d'urgence, de mobilité et d'un plan visant à couper toutes les voies d'évasion avant que l'aube ne puisse modifier la géométrie de la dissimulation. Des coups de feu ont été tirés par le suspect et l'agent a riposté. Des tirs ont visé l'hélicoptère et des échanges de tirs ont eu lieu avec l'agent au sol. Il s'agissait d'un individu qui, tôt ce matin-là, était poursuivi par un agent de la patrouille portuaire. Il pensait que cet individu était impliqué dans le trafic d'êtres humains lors d'un incident antérieur. La confrontation, décrite par les autorités comme intense, mais les rapports publics ont souligné une puissance de feu, telle qu'elle a transformé ce raid en véritable bataille. Selon l'Associated Press et Reuters, les autorités ont ensuite confirmé la présence d'armes lourdes, y compris des lance-roquettes. L'affrontement a contraint le suspect et ses gardes à chercher refuge. L'une des phrases les plus évocatrices des rapports de l'Associated Press est aussi l'une des plus simples. Retrouvé caché dans les sous-bois. Cette ligne est significative, car elle révèle que la phase finale n'a pas été une arrestation nette à une porte. Ce fut une fouille sous pression, dans un terrain où la visibilité se mesurait en mètres, et non en pâté de maison. Dans les minutes qui ont suivi le contact, les autorités ont déclaré que le suspect avait tenté de s'enfuir. Les rapports publics le décrivent se déplaçant avec 2 gardes du corps, et les autorités ont affirmé qu'il avait été touché lors de l'échange.
Donc c'est ici que la chronologie devient à la fois opérationnelle et politique. Car lorsqu'un pays tente de capturer une figure comme celle-ci, le résultat n'est pas seulement la justice, mais aussi la gestion des risques. Selon l'Associated Press, les autorités ont indiqué que le suspect et 2 gardes du corps étaient déjà dans un état critique. Puis est venue la phrase qui a fait exploser l'histoire au-delà du Mexique. Décédé en cours de transport. Quelques mots, un changement complet sur la carte nationale. Pour comprendre pourquoi ces mots ont déclenché une seconde vague d'événements, il faut saisir comment un cartel interprète un tel moment. Dans le district de l'Arizona, avec 3 chefs d'accusation, agression d'un agent fédéral, trafic d'êtres humains et possession d'armes à feu par un criminel. Le suspect a été touché et est actuellement traité pour ses blessures dans l'un de nos hôpitaux locaux. Son état est, je crois, grave mais stable. Et un cartel n'est pas une personne, c'est un système. Ce sont des routes, des salaires, l'approvisionnement en armes et la gestion de la peur. Lorsque la direction est touchée, le système ne s'effondre pas immédiatement. Il se teste instantanément, posant une question en temps réel. Pouvons-nous encore coordonner? Pouvons-nous encore punir la coopération? Pouvons-nous encore imposer des coups? C'est précisément ce que les représailles visaient à prouver. Selon Reuters, les représailles ont notamment inclus 85 barrages routiers. Ce chiffre est significatif, car il témoigne d'une coordination simultanée sur plusieurs points. Il ne s'agissait pas d'une seule bande en colère ou d'un incendie opportuniste, mais d'un schéma synchronisé visant les autoroutes, les points d'étranglement et la visibilité. Les barrages routiers ne sont pas seulement une perturbation, ils sont un signal. Ils disent aux civils, vous le sentirez. Ils disent aux autorités locales, vous ne pouvez pas tout protéger en même temps. Et ils disent aux rivaux, le réseau est toujours vivant. Puis vient le chiffre qui transforme une crise en traumatisme national. Soyons clairs, toute agression contre les forces de l'ordre ne sera pas tolérée. Le FBI continuera d'enquêter avec vigueur sur ceux qui blessent ou menacent de blesser ceux qui portent l'insigne. Ce sera, vous savez, une tentative de déplacer l'attention et le blâme sur un cartel pour attirer l'attention du gouvernement mexicain et du gouvernement des États-Unis. C'est comme, vous savez, des luttes internes au sein d'organisations terroristes pour créer, vous savez, des problèmes pour leurs ennemis. Reuters a rapporté au moins 62 décès dans cette riposte. 25 membres de la garde nationale, des dizaines de tireurs présumés du cartel. Un décès de passant a également été signalé dans la couverture de la violence. Ce ne sont pas des chiffres qui s'estompent discrètement. Ce sont des chiffres qui imposent des décisions politiques. Observons maintenant la réaction de l'État. Reuters a rapporté au moins 70 arrestations lors des opérations de suivi. C'est important, car cela montre que l'État ne se contentait pas de dégager les routes, il cherchait à démontrer les conséquences. C'est que des rapports publics rapides ont également décrit l'envoi de renforts et un renforcement de la posture de sécurité. L'objectif n'est pas seulement de rétablir la circulation, mais de restaurer la confiance, car la peur est le meilleur bouclier du cartel. Lorsque la peur se répand, les gens cessent de donner des informations. Les témoins se taisent. Les propriétaires d'entreprises deviennent prudents. La politique locale devient défensive. Et c'est ainsi que les réseaux survivent, non pas en gagnant chaque échange de tirs, mais en gagnant le silence. Et c'est ici que le récit prend une autre tournure, car les 48 premières heures après la chute d'un leader ne concernent pas qui a tiré le premier, mais qui contrôle le tempo. Cette décision vise à provoquer de fortes représailles et un examen minutieux de la part des États-Unis et du gouvernement mexicain, bien que le FBI affirme actuellement que le cartel de Jalisco, nouvelle génération, connu sous le nom de CJNG, a donné l'ordre à ses membres de tirer à travers la frontière américano-mexicaine sur le personnel des douanes et de la protection des frontières, spécifiquement dans la région de San Diego. 2 horloges se déclenchent au moment où un leader tombe. L'horloge 1 est l'ordre public. L'État peut-il maintenir les autoroutes ouvertes, le commerce en mouvement, les écoles en fonctionnement, et empêcher la panique de devenir une seconde crise? L'horloge 2 est interne, qui contrôle l'argent, les armes et les corridors les plus importants. Si l'horloge interne tourne plus vite que l'horloge de l'ordre public, le pays n'obtient pas le calme, mais la compétition. C'est ce mécanisme qu'il faut observer, pas le titre, mais la passation de pouvoir. Les cartels mènent une guerre contre l'Amérique. Et comme je l'ai promis pendant la campagne, nous leur menons une guerre comme ils n'en ont jamais vu. Le voyage du secrétaire X à la frontière intervient
alors que la violence des cartels s'intensifie contre les agents américains. Et Pete X a promis de déployer des milliers de troupes supplémentaires dans la région pour aider à la frontière. Un cartel moderne opère en plusieurs couches. La première couche est celle du terrain. Les équipes qui se déplacent, explorent, intimident et combattent. Elles sont visibles, remplaçables, et constituent la première couche que vous voyez à l'écran. La deuxième est la couche managériale, les personnes qui coordonnent les refuges, les chauffeurs, le carburant, les téléphones et les paiements. Elles n'ont pas besoin de gagner des fusillades, elles doivent assurer la possibilité du mouvement. La troisième couche est financière. Les comptables, les courtiers et les acheteurs qui maintiennent la masse salariale, mais empêchent les litiges d'exploser en guerre ouverte et répartissent les risques. Lorsque la direction est éliminée, ces couches s'alignent rapidement derrière un successeur, ou elles se divisent. Si elles s'alignent, la violence peut diminuer, car les ordres redeviennent disciplinés. C'est plus calme, mais la machine peut continuer à fonctionner. Si elles se divisent, chaque commandant de niveau intermédiaire est incité à lever des fonds rapidement et à prouver sa domination sans tarder. Cela signifie généralement plus d'extorsion, plus d'enlèvement, plus de violence de rue et des actions plus imprudentes qui provoquent une réponse plus dure. C'est pourquoi la fragmentation peut être plus dangereuse que la consolidation pour les gens ordinaires. C'est aussi pourquoi les représailles elles-mêmes sont une sorte d'élection. C'est une preuve de vie, c'est une preuve de commandement. C'est une manière de dire à l'écosystème « Nous pouvons encore mobiliser la peur sur demande », ce qui signifie que nous pouvons encore agir. Des centaines de vols à destination et en provenance des Caraïbes sont annulés après que la Federal Aviation Administration a fermé l'espace aérien au-dessus du Venezuela, et même de certaines parties des Caraïbes orientales à tous les vols commerciaux américains. L'administration Trump désigne 8 cartels et gangs criminels d'Amérique latine comme organisations terroristes étrangères. Et nous devons maintenant aborder le détail le plus souvent négligé dans le rapport de l'Associated Press, car il n'est pas seulement frappant, il est structurel. Les autorités décrivent la saisie d'armes lourdes, y compris 2 lance-roquettes. C'est un symbole tangible, non seulement de violence, mais aussi de capacité. C'est également un élément du message que les cartels au Mexique utilisent depuis des années. Nous ne sommes pas seulement des criminels, nous sommes une présence armée. Et c'est précisément pourquoi des moments comme celui-ci ne restent pas confinés au Mexique. El Mencho était la cible d'une récompense de 15 millions de dollars américains. Washington a passé des années à décrire le CJNG comme l'une des organisations criminelles transnationales les plus dangereuses affectant les communautés américaines. Lorsqu'un chef de cartel meurt et que des représailles de cette ampleur éclatent, la pression monte sur les 2 gouvernements. Les États-Unis souhaitent un élan continu et des résultats visibles. Le Mexique doit montrer qu'il contrôle la situation sans donner l'impression de renoncer à sa souveraineté. Pendant ce temps, les rivaux au sein de l'écosystème criminel observent la moindre hésitation. Si le CJNG semble distrait, d'autres groupes tenteront de s'emparer des corridors, de recruter des déserteurs et de déclencher des combats qui déborderont dans de nouvelles régions. Donc c'est ainsi que commence une guerre de succession sans que personne ne l'annonce. Et c'est pourquoi les jours qui ont suivi l'opération de Topalpa sont plus importants que le moment du contact. Car si un État peut dégager un barrage routier en un après-midi, il ne peut pas démanteler un réseau s'il ne sait pas où les tuyaux sont enterrés. Après une telle frappe, l'organisation traque les fuites. Elle renforce sa sécurité interne, modifie ses itinéraires, change ses téléphones et ses refuges, et réévalue qui est autorisé à parler à qui. Elle traite cette frappe comme une leçon, ce qui réduit la fenêtre d'action pour le suivi. Si les autorités souhaitent un changement stratégique, elles doivent frapper rapidement la 2e couche. Les coordinateurs de transport, les intermédiaires de paix, les courtiers en armes, les chauffeurs de confiance, ces personnes qui ne font pas de discours, mais qui rendent le mouvement possible. Lorsque ces nœuds sont supprimés, le cartel peut encore exister, mais il devient plus lent, plus bruyant et plus facile à cartographier. C'est souvent là que les gouvernements interprètent mal le tableau de bord. Un convoi de nettoyage déblayant des véhicules incendiés n'est pas une victoire. Un afflux de troupes n'est pas une solution. La véritable mesure est de savoir si le réseau perd sa capacité de coordination. Lorsque vous observez des représailles désorganisées, des tactiques incohérentes et un effondrement de la communication, c'est alors qu'un réseau est réellement affaibli. Mais lorsque les représailles restent coordonnées, même après la perte d'un leader, cela suggère qu'un nouveau nœud de commandement est déjà opérationnel. Abordons maintenant l'impact sur les civils
car c'est là que la peur devient mesurable. Alors que Reuters et d'autres médias rapportèrent les barrages routiers et les incendies criminels, des avertissements aux voyageurs et des conseils d'abri ont commencé à circuler. Business Insider a rapporté que les touristes dans certaines parties de la région avaient été invités à se mettre à l'abri. Une phrase qui transforme une destination de vacances en zone de crise en un instant. C'est le genre de perturbation qu'un cartel désire, non seulement pour punir l'État, mais aussi pour punir l'économie. Car la pression économique devient pression politique. Oh, et une fois que la pression politique monte, les incitations changent. Les responsables locaux veulent le calme, les dirigeants nationaux veulent de la crédibilité, les forces de sécurité veulent de l'autorité, et les cartels veulent du levier. Ce qui va se passer ensuite dépend donc de la capacité de l'État à utiliser cette fenêtre pour démanteler le réseau derrière la violence. Ou si ce réseau survit simplement en trouvant un nouveau visage. C'est là que le cadrage des experts est crucial. CBS News, examinant les conséquences, a décrit l'avenir comme incertain et a mis en garde contre les dynamiques qui suivent une frappe de leadership. Une phrase le résume clairement. Un vide de pouvoir est créé, ouvrant la porte à de violents réalignements. Ce n'est pas une prédiction dramatique, c'est une description du comportement des systèmes lorsque le contrôle est contesté. Maintenant, voici la partie que la plupart des spectateurs manqueront, à moins de savoir ce qu'il faut observer. Mais la réunion de succession ne se déroule pas dans une seule pièce avec un seul vote. Elle se manifeste par des signaux, des paiements, la violence et le silence. Après la chute d'un leader, 3 groupes décident de l'avenir. Les chefs de sécurité qui contrôlent le périmètre et les hommes armés, ils décident qui peut se déplacer sans être traqué. Les gestionnaires de corridors qui contrôlent les mouvements, les véhicules, les routes et les points de contrôle payants, ils décident quelles routes restent actives, et les financiers qui maintiennent haute la masse salariale et empêchent les conflits d'exploser en guerre ouverte. Sans eux, personne ne peut acheter la loyauté longtemps. Si ces groupes s'alignent derrière un seul successeur, vous obtenez de la discipline. S'ils se divisent, la violence devient une monnaie utilisée pour régler les arguments internes. Cela nous amène à la légitimité. Un cartel survit parce que les gens croient qu'il sera là demain. Cette croyance est construite par des routines. Les paiements arrivent, les routes rouvrent, la punition s'exécute. Lorsqu'un leader meurt, la routine est menacée et le groupe doit prouver qu'il peut toujours tenir ses promesses. Si vous observez un retour rapide à des schémas prévisibles, cela suggère une consolidation. Si vous voyez une mosaïque de flambées dans des endroits dispersés, cela suggère une fragmentation. Les deux issues sont dangereuses, mais l'une est plus facile à combattre. Une structure consolidée est visible. Elle a une hiérarchie et des schémas que l'on peut cartographier. Une structure fragmentée est imprévisible. Elle génère plus de violence dans plus d'endroits, car il n'y a pas d'autorité unique pour freiner l'impulsion de prouver son pouvoir. L'État est donc confronté à un paradoxe. Affaiblir le sommet peut créer le chaos à la base. À moins que l'État ne démantèle également les gestionnaires et les financiers qui maintiennent la violence organisée. C'est pourquoi la voie la plus intelligente consiste à maintenir une pression soutenue sur le réseau tout en assurant la stabilité maximale de la vie quotidienne. Cibler les communications, la coordination logistique et les mouvements d'argent sans créer un vide que les civils paieraient de leur vie. Alors, que faut-il surveiller ensuite? En termes simples, premièrement, lui rechercher un indicateur de succession, pas une rumeur. Une baisse soudaine des barrages routiers, un déplacement de la concentration de la violence, un passage d'une perturbation spectaculaire à un contrôle discret, des exécutions internes ciblées qui signalent une décision de succession. Deuxièmement, surveiller la pression financière, les gels, les saisies, les arrestations de comptables et de coordinateurs de transport. Lorsque les autorités commencent à frapper l'argent et les gestionnaires, ce n'est pas seulement de l'application de la loi, c'est une tentative d'empêcher la machine de se reconstituer sous une nouvelle bannière. Troisièmement, observer les indicateurs de la vie quotidienne. Les routes restent ouvertes, les écoles fonctionnent, le commerce circule, car c'est le véritable tableau de bord. Et maintenant, le suspense qui rend ce moment dangereux. Si un successeur se consolide rapidement, la violence pourrait se calmer à l'écran, mais la machine pourrait continuer à fonctionner sous un nouveau visage. Si aucun successeur ne se consolide, la violence pourrait se propager davantage, mais la machine pourrait s'affaiblir à mesure que les luttes internes consomment des ressources et exposent les racines. Un résultat est plus silencieux, l'autre plus bruyant.
Les deux comportent des risques. La question n'est donc pas de savoir si El Mencho est parti. Alors, la question est de savoir si le système qui lui a survécu sera contraint à un combat qu'il ne pourra pas contrôler. Quel avenir, selon vous, se profile? Une consolidation sous un nouveau leader avec discipline et une pression discrète, ou une fragmentation qui transformera le mois prochain en une guerre de succession? Dites-moi laquelle vous croyez et quels signaux vous surveillez.